La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mardis à partir de 7h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mardis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir tout le monde. On est respect dans Café Philo ça. Nous contents n'a mené aventure ça un peu loin toujours. Une aventure Café Philo Haïti avec RTVC. À ce moment, il y a 3 intervenants dans Café Philo ça. Et c'est Jenny Williamson Casimian qui est modérateur Café Philo Haïti pour Assoya. Bonne audition. Bonsoir tout le monde. Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Caraïbe. Bienvenue encore une fois au mardi de la philosophie de Café Philo. Alors comme vous pouvez le constater, malgré la pluie, malgré son incessante menace, malgré cette pluie diluvienne auquel nous avons eu droit cet après-midi, nous nous sommes dit que nous n'allons pas interrompre le Café Philo de ce soir. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour entonner ensemble notre hymne national chéri, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de lettres, du sol soyons maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres. Nous allons avoir 4 ans dans exactement un mois. Nous avons choisi dès le début de notre mardi de la philosophie une chanson fétiche. Cette chanson traduit pour nous l'engagement, non tant par, je dirais, dans la manière, mais plutôt dans l'idée. Ainsi, je vous invite à écouter une nouvelle fois, comme c'est le cas tous les mardis à Café Philo, Hasta siempre el comandante Che Guevara de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci bien. Alors, ce soir, il va être question de réfléchir ensemble sur un article. C'est un article qui est paru dans la revue Lire Haïti. C'est une revue dirigée par le professeur Michel Acacia. Cet article est écrit par l'un dont d'aucuns considèrent comme l'un des plus grands penseurs haïtiens. Il s'agit bien de Michel Rolph Trouillot. Dans cet article, Michel Rolph Trouillot s'est évertué à réfléchir sur une question qui nous taraude beaucoup. C'est la question haïtienne. Pourquoi Haïti résiste-t-elle à la compréhension d'une manière générale? Je n'ai pas l'intention présentement de vous parler davantage de la question. Je vais, pour vous stimuler, de vous inviter à regarder ensemble avec moi un court documentaire qui s'étend sur 8 minutes exactement, où il est question de cet Haïti-là, de cet Haïti qui décrépit, de cet Haïti qui, malgré son histoire, malgré sa richesse culturelle, arrive là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dans cet état de délabrement. Je vous invite ensemble à regarder ce documentaire qui s'intitule « L'histoire d'Haïti ». Bonjour, M. Bouchon. Depuis 200 ans, Haïti a connu plus de 30 coups d'État. Qu'est-ce qui fait qu'Haïti vit dans une telle situation aujourd'hui? Comment on en est arrivé à un conflit aussi important?
Madame Lefebvre, au fond, vous vous demandez pourquoi autant de misère. C'est pourtant Haïti qu'on a surnommé la perle des Antilles, mais comme vous allez le voir, cette perle reposait sur un collier qui a plutôt servi à étouffer le peuple haïtien. Comment en est-on arrivé là? D'abord, un peu de géographie. Haïti est situé dans les Grandes Antilles. Le pays partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine. Haïti est classé 160e sur 175 selon l'indicateur de développement humain des Nations unies. Ça vous explique pourquoi ce pays, Haïti, est le plus pauvre des Amériques. Mais qu'est-ce qui explique cette descente aux enfers? Il y a 3 éléments historiques que nous allons vous raconter. D'abord, il y a son histoire coloniale. Il y a aussi l'isolement dans lequel les autres pays ont condamné Haïti dès sa naissance. Et enfin, il y avait l'existence d'élites prédatrices qui n'ont jamais donné aucune chance au peuple haïtien. L'histoire coloniale d'Haïti se caractérise par une exploitation massive des ressources de l'île sans aucune considération pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement durable. Cette négligence apparaît dès 1492, alors que Christophe Colomb prend possession de l'île et la déclare colonie de l'Espagne. Immédiatement, les Espagnols transforment leur nouvelle colonie en un lieu d'extraction de richesses, principalement l'or. L'avidité des Espagnols les conduit à asservir les populations autochtones, les Taïnos, qui, à cette époque, auraient été plus d'1 million à vivre dans l'île d'Hispaniola. Les conquistadores les exploitent si durement qu'ils meurent tous en l'espace de 50 ans. L'histoire coloniale d'Haïti débute donc par un génocide. En 1697, Charles II, le roi d'Espagne, cède au roi de France, Louis XIV, la portion occidentale d'Hispaniola, qui est rebaptisée Saint-Domingue. Et cette colonisation française va intensifier la descente aux enfers d'Haïti. Je vous raconte la suite dans quelques instants. Je vous disais il y a quelques instants que la colonisation française a joué un rôle majeur dans le destin tragique d'Haïti. Voici comment ça s'est passé. Au 18e siècle, les Français installent à Saint-Domingue un système d'exploitation agricole qui est basé sur la culture du café et de la canne à sucre. Eh bien, à l'époque, la canne à sucre avait la même importance dans l'économie que le pétrole a aujourd'hui dans notre économie. Pour la France, Saint-Domingue, c'est le pactole. Les colons français de Saint-Domingue deviennent fabuleusement riches. C'est l'esclavage qui leur permet d'accumuler des fortunes. Entre 1697 et 1791, les bateaux négriers amènent, principalement de l'île de Gorée au Sénégal, plus de 860 000 esclaves. Une fois arrivés de l'Afrique, ces esclaves subissent un régime d'exploitation d'une brutalité incroyable. L'esclavage fait également surgir les premières divisions au sein même de la population noire. L'affranchissement de certains esclaves, souvent des enfants illégitimes des maîtres blancs, donne naissance à une élite, les mulâtres créoles. Les mulâtres se sentent supérieurs aux esclaves noirs et ne partagent pas leurs intérêts. Arrive 1791. La Révolution française bat son plein. Liberté, égalité, fraternité sont des principes qu'on veut étendre partout. Partout, sauf à Saint-Domingue, où les propriétaires des plantations y voient une menace au maintien du système esclavagiste. Cependant, les mulâtres et les Noirs affranchis souhaitent les voir établir ces principes dans l'île, mais pour eux seuls. Un chef, Toussaint Louverture, déclenche une rébellion extrêmement violente. Les rebelles battent les troupes de Napoléon Bonaparte et déclarent l'indépendance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Haïti, ou Haïti, comme on disait à l'époque, c'est le nom que les indigènes Taïnos donnaient à leur territoire. Ça veut dire pays de montagne. Mais le prix payé par Haïti pour acquérir son indépendance est absolument astronomique. L'économie du pays est dévastée. Haïti aurait peut-être pu s'en sortir si d'autres pays avaient accepté de l'aider, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, épouvantés par l'idée absolument subversive à l'époque qu'une république soit dirigée par des Noirs, les puissances de cette époque isolent diplomatiquement et économiquement Haïti. 2 exemples de l'isolement d'Haïti. Le Vatican n'établit des liens qu'en 1860 avec une république officiellement catholique, mais noire, et il faut attendre 1862, en pleine guerre de sécession américaine qui provoquera l'abolition de l'esclavage, pour que les États-Unis reconnaissent Haïti. Quant à la France, elle refuse de reconnaître l'indépendance d'Haïti.
Pour convaincre la France d'accepter son existence, le gouvernement d'Haïti est forcé de verser une compensation que le gouvernement du roi Charles X fixe en 1825 à 150 millions de francs or. Même si cette somme est ramenée à 90 millions de francs or, c'est un coût additionnel asséné à l'économie d'un pays déjà à genoux. Haïti honore sa dette qu'elle finira de rembourser en 1938. Pour se sortir du gouffre, Haïti aurait eu besoin que ses élites proposent un projet de reconstruction nationale. Or, ça n'a pas été le cas. La nouvelle classe dirigeante, qui est formée de mulâtres créoles et des rares familles blanches demeurées dans l'île, perpétue l'exploitation des classes laborieuses, tout en interdisant à ces classes laborieuses, qui forment la majorité, l'accès au pouvoir. Les gouvernements se succèdent d'un coup d'État à l'autre, mais une chose demeure, le refus de la classe dirigeante de partager le pouvoir avec le peuple. À ce cycle d'instabilité s'ajoute l'occupation par les Américains entre 1915 et 1934. Les Américains laissent aux Haïtiens un héritage empoisonné, une armée professionnelle haïtienne qui amplifie la répression. Arrive 1957. Cette année-là, un médecin noir, François Duvalier, joue sur le ressentiment de la population noire pour se faire élire président. Duvalier aurait pu inaugurer une ère démocratique dans le pays. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il établit une dictature qui élimine avec férocité toute dissidence. C'est l'époque des tontons macoutes et de l'exil d'une partie de la population haïtienne, surtout les mieux éduqués. Son fils, Jean-Claude, qui lui succède, est renversé en 1986. Mais la vraie démocratie n'est pas pour autant instaurée. Depuis cette époque, la démocratie est fauchée chaque fois qu'elle tente de sortir de terre. L'espoir a longtemps reposé sur les épaules de Jean-Bertrand Aristide, un prêtre proche des masses et qui prêche une meilleure répartition des pouvoirs et de la richesse. Une fois au pouvoir, Aristide n'arrive pas à réaliser ce projet. D'une part, il se met à dos les élites possédantes qui ne veulent rien changer. D'autre part, il sombre lui-même dans le moule de l'homme fort, du chef charismatique mais autoritaire qui ne partage pas le pouvoir et utilise la force pour se maintenir en place. Cette double dynamique explique les malheurs récents d'Haïti, le coup d'État contre Aristide en 1991, les élections contestées, les troupes des chimères qui remplacent les tontons macoutes et l'hésitation de la communauté internationale à fournir des fonds pour rescaper le pays. La grande question est maintenant de savoir comment Haïti pourra rompre avec son passé et s'engager dans la voie de la prospérité et de la démocratie. Il est évident que la communauté internationale aura un rôle à jouer dans cette tâche de réanimation. Mais pour rendre son éclat à la perle des Antilles, il faudra beaucoup de doigté et beaucoup d'argent. Merci bien. Et comme vous venez de le constater il y a pratiquement quelques secondes, le documentaire qui vient de vous être livré est assez éloquent quant au sujet que nous avons choisi de discuter, dont on veut parler ce soir. Alors, le sujet, c'est un article, comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure, c'est un article de Michel Wolf-Trouillot. Et Michel Wolf-Trouillot, dans cet article, a essayé de montrer pourquoi cette idéologie qui veut que Haïti soit singulière, soit exceptionnelle, à la vie dure, non seulement en Haïti, non seulement par les Haïtiens eux-mêmes, par les élites les haïtiennes, mais encore par les étrangers, par ceux qui sont extérieurs à Haïti. Il a essayé de montrer les mécanismes de l'exception, il a essayé de montrer aussi les faiblesses de l'exception, enfin ses fondements. Nous avons choisi de réfléchir sur la question de la singularité d'Haïti parce que, d'après ce que nous avons vu à travers les élections qui avaient eu lieu ce 25 octobre dernier, nous nous sommes dit, mais en fin de compte, cet Haïti-là, est-ce que cet Haïti-là a perduré ou est-ce que cet Haïti-là est réfractaire au discours? Comment ou encore dans quelle mesure, à partir de ce que nous comprenons d'Haïti, à partir des lectures que nous avons pu faire, comment nous pouvons agir sur cet Haïti-là afin que cet Haïti-là, dans laquelle nous vivons tous, puisse avoir un meilleur jour
pour nous qui sommes haïtiens, mais également aux yeux du monde. À mes côtés, il y a 3 intervenants. À ma droite, il y a Petit Franc Ibréus. À ma gauche, 2 intervenants, Pierre-Richard Francis et ainsi que Ismaël, qui a déjà animé le premier Café Philo auquel beaucoup d'entre nous ont déjà assisté. Alors, Kirby, j'aimerais quand même te demander une chose. Est-ce que cet Haïti-là est réfractaire? Est-ce que cet Haïti-là est difficile à saisir? Pourquoi, selon toi, Michel Rolph Trouillot a-t-il raison de dire que par-dessus tout, par-delà toutes nos réflexions, on sent que malgré tout, une certaine impuissance intellectuelle à saisir Haïti? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Merci Casimir de me passer la parole en premier, et moi qui ai toujours le souci d'articuler une réflexion philosophique autour de certaines questions, je pense que la question qui m'est posée, je ne pourrai pas la répondre d'un seul trait, mais plutôt d'essayer de voir, de jumeler un peu ce qu'a dit Michel Rolph Trouillot dans cet article, et aussi ce que nous, à partir de nos réflexions personnelles, ce que nous avons pu constater. Comme tu as parlé d'élections tout à l'heure, alors il faut voir qu'Haïti ne serait pas si exceptionnel que ça, puisque nous rentrons dans ce qu'on appelle les jeux électoraux. Nous avons des candidats qui ont été supportés justement comme des porteurs de changement, des gens qui sont allés les voter. Est-ce que ça nous fait un peuple si exceptionnel que ça? Juste avant d'entrer dans le sujet à plein pied, je voudrais quand même exprimer ma satisfaction du fait que je sois entouré de quelques amis autour de cette table. Ça me donne l'impression que le Café Philo, en tout cas le Café Philo que j'ai en tête, n'est pas loin de se réaliser, c'est-à-dire un Café Philo où tout le monde sera porteur de parole, tout le monde aura un mot à dire, pas un seul intervenant. Alors, est-ce que Haïti serait réfractaire? Haïti serait en dehors de toute structure d'analyse et donc de comparaison au niveau mondial? Je ne crois pas. Mais d'abord, il faut relever les points les plus essentiels de l'article de Michel Rolph Trouillot, justement. Et il faut constater aussi que si nous avons choisi de réfléchir autour de ce thème ce soir, autour de cet article, c'est parce que nous croyons au moins à 3 choses. D'abord, nous pensons que Café Philo, non seulement qu'il y a cet espace-là qui se veut un espace différent de tous les autres espaces qui existent jusque-là, c'est un espace où la discussion tourne autour de la pensée, une pensée authentique, une pensée non fuyante, une pensée vraie. Et aussi, nous croyons que nous avons une dette par rapport à la pensée de Michel Rolph Trouillot. Je ne suis pas insensible au fait que Michel Rolph Trouillot est mort tout récemment, et c'est à peine si on a entendu parler de lui dans tout le pays. C'est-à-dire, il y a un silence qui s'est fait autour de ce corps disparu. Or, c'est un homme qui a tellement réfléchi, tellement pensé sur la chose, sur Haïti. Il a produit sur Duvalier, il a produit sur ce qui pourrait être appelé les causes de nos malheurs, en raison d'Edmond Paul. Donc, Michel Rolph Trouillot est passé sous silence. Et Café Philo n'entend pas justement perpétrer ce mutisme-là. Et Café Philo veut parler ce soir de Michel Rolph Trouillot. Et aussi, il y a un hommage qui est porté à nous, à notre génération. Je veux dire par là, le fait que nous soyons de la même génération, nous soyons des gens qui réfléchissent autour des mêmes questions qui ont tourmenté Rolph Trouillot, montre qu'il y a une certaine continuité. C'est-à-dire, nous croyons que si les aînés nous ont transmis un savoir ou un mode de réflexion, ce n'est pas terminé, et Café Philo, justement, entend inscrire son propos dans la continuité. Alors, pour revenir à la question que tu m'avais posée, Casimir, est-ce que Haïti serait un pays tout à fait singulier, c'est-à-dire en dehors de tout schéma intellectuel, scientifique et conceptuel? Je ne le crois pas. Mais je reviendrai tout à l'heure pour dire les raisons qui me poussent justement à penser que Haïti ne serait pas si singulier que ça. Merci bien, Ismaël. Et à ma droite, je vais donner l'occasion à Petit Franc de pouvoir intervenir sur la question. Alors, Petit Franc, ce qui arrive lorsque nous parlons d'Haïti, c'est que nous avons cette impuissance dont je parlais tout à l'heure, cette impuissance intellectuelle. Nous pensons que malgré nos théories, malgré
malgré nos théories, malgré tout le bagage dont nous disposons, à la fois académique, à la fois intellectuel, à la fois, je dirais, politique, nous sentons que face à cette Haïti dans laquelle nous vivons, nous sentons que nous sommes désarmés. D'après toi, petit frère, comment peut-on expliquer ce désarroi, cette inquiétude, ce désenchantement, cette impuissance par rapport à Haïti? Merci Casimir. L'intitulé du Café Philo de ce soir semble nous convier à un débat sur Haïti avec un grand penseur haïtien, Michel Wolf-Trouillot. Suivant le message envoyé au téléphone, c'est Haïti, singulier petit pays, Michel Wolf-Trouillot. Pour tenter de répondre à cette question posée par Casimir, d'emblée, nous aimerions évoquer deux questions, soit pour faire une petite philosophie, si la philosophie s'intéresse d'abord au questionnement. Comment comprendre Haïti? Peut-on rendre intelligible le mal-être chronique d'Haïti? Pour tenter de répondre à ces questions, en traitant le mal-être d'Haïti, avec un ensemble d'auteurs où Frédéric Gérald Chéry parle déjà de crise sans fin, nous ne voulons pas rester à ces discours-là. Avec la lecture du texte de Michel Wolf-Trouillot, nous tentons de dégager une hypothèse. Laquelle hypothèse? Le mal-être chronique d'Haïti trouve sa perpétuation à partir d'un ensemble de discours générés sur Haïti, tant en Haïti ou à l'étranger, par l'étruchement d'une catégorie d'acteurs émanant ou provenant du champ politique et du champ scientifique haïtien. De ces deux champs-là, je veux dire le champ politique et le champ scientifique haïtien, émergent deux figures. La figure de l'intellectuel et la figure du politique. Ces deux figures tentent à développer toute une série de discours qui tentent à perpétuer le mal-être chronique d'Haïti. Nous ne voulons pas rester ou tout développer dès la toute première intervention. Nous comptons retourner pour rendre intelligible comment le mal-être chronique d'Haïti, l'exception ou la thèse de l'exceptionnalisme Haïti, se situe tant du côté de l'intellectuel haïtien que du côté du politique haïtien. Merci petit frère. Comme vous l'aurez constaté, on est en présence d'une impasse. Alors les philosophes appelleraient ça une aporie. Est-ce qu'on peut expliquer Haïti ou le mal-être haïtien chronique dont tu parlais tout à l'heure, petit frère, est-ce qu'on peut l'expliquer uniquement à travers les deux figures intellectuelles? J'aimerais demander à Pierre Richard, est-ce qu'il n'y a pas un ordre du discours qui tend à reproduire cet état de fait? Merci Casimir, et je remercie Café Philo pour l'occasion qui m'est offerte de réfléchir sur un anthropologue, mais un anthropologue qui s'est fait historien. Il s'agit bien, comme vous venez de le dire, de Michel Wolf-Trouillot. Aujourd'hui, je pense que nous devons nous demander quel est l'apport de Michel Wolf-Trouillot à l'historiographie haïtienne. Et pourquoi cette question? C'est parce que Michel Wolf-Trouillot a opéré ce que moi j'appelle toujours dans l'historiographie haïtienne un désordre, et nous allons y revenir. Bien avant d'abonder en longueur sur ce que Petit Frère a appelé le mal haïtien, je pense qu'il nous faut une sorte de rétrospection historique. Ce que j'appelle une rétrospection historique, nous devons nous lancer dans une démarche historicisante.
Et moi, j'ai essayé de saisir cette démarche à travers un binôme modernité et colonialité. Modernité et colonialité. Colonialité, ce que j'entends, il y a toute une littérature disponible sur la question de la colonialité. Et la colonialité, c'est un ensemble de discours, un ensemble d'arguments philosophiques qui tend à justifier un ordre social donné. Mais un ordre social qui a respiré le jour dans une sphère coloniale. En d'autres termes, je peux dire que la colonialité constitue ce que j'appelle la matrice du pouvoir. La matrice du pouvoir. Et en conséquence, ça a donné naissance à tout un épistémé, à tout un ordre du discours qui tend à instituer un imaginaire, qui tend à instituer un ordre social donné. Et moi, je pense que Michel Wolf-Trouillot s'est inscrit en faux ou a opéré un détour contre l'historiographie dominante. Et dominante pour essayer de saisir Haïti d'une autre manière. D'une autre manière, il s'inscrit en faux aussi contre l'historiographie dominante. Et l'historiographie dominante, et bon, on peut prendre un exemple, Ardouin, on peut prendre un exemple, et Mathieu, qui font répéter aux écoliers haïtiens des faits à longueur de journée, à satiété, tout ça. Donc lui, il se lance plutôt dans dans la démarche de Paul Veyne de dégager un autre sens de l'histoire. Et d'ailleurs, si on prend l'œuvre de Michel Wolf-Trouillot, il y a un ouvrage très célèbre, un ouvrage sur Duvalier, c'est les racines historiques de l'État duvalierien. En d'autres termes, Michel Wolf-Trouillot a questionné les horizons intellectuels, les horizons intellectuels occidentaux sur Haïti. Donc, nous allons y revenir pour débattre en long et en large sur les différentes questions qui vont être posées. Je vais, dans le souci de relancer la discussion, lire un passage du texte sur lequel nous discutons ce soir, qui, à mon avis, pointe le doigt sur la plaie et qui nous effraie tant. Et c'est pratiquement la conclusion du texte où Michel Wolf-Trouillot écrit ceci. Je serai donc le dernier à nier les particularités socio-culturelles haïtiennes et la nécessité de les transformer en ressources pour un objectif national. Mais le fait est que les particularités d'Haïti ont servi de bouclier aux élites et aux politiciens haïtiens. Haïti est unique. Elle échappe donc aux théories étrangères, y compris aux analyses de classe. Tout compte fait, elle échappe à toute analyse au sens strict du terme, à toute grille de lecture, puisqu'elle échappe aussi à la comparaison. Nous pouvons donc diriger ce pays de façon qui dépasse l'entendement de la plupart des étrangers et de bien d'Haïtiens. Haïti est spéciale, elle mérite donc des institutions taillées sur mesure ainsi qu'un gouvernement taillé sur mesure. La manœuvre politique est visible et la tromperie intellectuelle sur laquelle elle se base est tout aussi visible. Son façon pour me dire, discussion intellectuelle qu'a faite là, Kounia, qui est capable de paraître en principe théorique, théorétique, qui est capable en apparence pas intéresser en pile monde, mais c'est une question chaque jour n'a regardé. Nous capable pour un exemple simple. Si vous discutez avec un monde jodi là ou fait référence à 2-3 livres, moun nan dit ou en l'air. C'est comme si Haïti, de pas parler d'Haïti, c'est pas mettre les livres de côté. Il y a l'idéologie de l'atterrisme en Haïti. Si on veut être efficace en Haïti, si on veut être accepté en Haïti, il faut atterrir. Maintenant, je vais revenir, et ceci pour la dernière fois, je vais faire un dernier tour de table avec les intervenants pour donner la place, enfin, à l'assistance de pouvoir réagir sur la question. J'aimerais demander, dans quelle mesure, selon toi, Ismaël, l'idéologie de l'atterrisme, l'idéologie qui fait croire que quand on parle d'Haïti, mieux vaut ne pas se référer aux théories, mais plutôt de s'accrocher au sens strict du terme à la pratique, fuir la réflexion, dans quelle mesure, selon toi, cela handicape le réel haïtien?
Merci Casimir. Alors, il faut faire remarquer que ce fameux mot de nos jours, l'athérisme, n'est pas le propre du peuple, n'est pas le propre de ceux-là qui ne sont pas amis des livres. Et justement, il y a toute une dichotomie aussi dans l'intelligentsia haïtienne, s'il faut l'appeler comme ça, où des intellectuels qui parlent, qui mobilisent des concepts universels, quand ils passent à la pratique, ils font carrément ce qui est le contraire de ce qu'ils ont mobilisé. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un fait du peuple du bas étage, mais c'est aussi tout un mal qui encadre ou qui englobe, qui emboîte le pas à la réflexion haïtienne dans sa globalité. C'est ainsi que, par exemple, ce qui a justifié justement l'exceptionnalisme haïtien, c'est que d'un côté étranger, d'un point de vue étranger, comme Haïti serait un objet à part, totalement à part, bizarre ou bizarroïde, donc on a raison de l'isoler. C'est-à-dire on a raison de ne pas le considérer, de ne pas la considérer comme tous les pays avec lesquels nous sommes déjà habitués. Mais aussi, il y a cette volonté de l'étranger de ne pas accepter sa part dans le mal haïtien. C'est-à-dire, plus Haïti serait vu sous un angle carrément étranger, sous un angle carrément bizarre, donc l'étranger peut se dire qu'il est innocent dans tout ce qui se fait en Haïti. Mais ce n'est pas seulement les étrangers, les Haïtiens également. Et comme Haïti serait un pays à part, un pays exceptionnel, donc comme tu l'as dit dans la conclusion, on peut se permettre tous les types de gouvernements pourvu que ce gouvernement-là se réclame du peuple ou se réclame de la matrice de la population. Nous avons ce grand exemple qui est le cas qui est jusqu'à présent indépassable, justement d'après Rolf Michel Touillot, qui est le cas Duvalier. Donc pour lui, on n'est pas encore sorti de l'état duvalierien. Bon, bien sûr, ça portera plusieurs chapeaux avec plusieurs candidats. Et pour l'actuel, il faudrait peut-être parler d'une version néo-duvalierisme version Mickey. Peut-être qu'il faudrait dire aussi qu'avant Mickey, il y a eu d'autres dirigeants qui n'ont pas sorti des marasmes dans lesquels Duvalier et son régime, je veux dire les Duvaliers, ont mis le pays. Donc le mal haïtien, oui effectivement, parce que Haïti, c'est le premier pays quand même à avoir posé de véritables questions à la communauté, à ce qu'on pourrait appeler la communauté internationale. C'est-à-dire au moment où les questions de liberté, d'égalité, d'universalité de la raison se parlaient, se discutaient un peu partout dans le monde, Haïti a tenté de le réaliser. Et peut-être que je vais mobiliser également Maniga, qui a dit justement qu'Haïti, non seulement après avoir fait son indépendance, a donné 2 indépendances au monde, pas seulement à Haïti, mais au monde. Première indépendance, c'est ce que nous avons fait avec les armes en 1804. Mais deuxième indépendance sur le plan scientifique, intellectuel, c'est lorsque Firmin, par exemple, a produit, contrairement à ce qui se produisait jusqu'alors dans l'Europe raciste, ce qui se produisait notamment avec ce fameux, malheureusement fameux texte Gobineau de l'inégalité des races humaines, Maniga dit justement, quand Firmin a produit ce livre, Firmin a donné sa deuxième indépendance, Haïti, à travers Firmin, a donné sa deuxième indépendance au monde. Puisque désormais, il ne faudra plus parler de questions de race, tout à fait de race, ou des races, mais aussi parler d'une race humaine. Donc, à bien des égards, Haïti a tenté, quand je dis Haïti, je veux dire certaines voix haïtiennes, ont tenté d'apporter des solutions non seulement pour le mal haïtien, mais aussi pour un monde meilleur, c'est-à-dire pour une meilleure relation à l'altérité, à l'autre, qui a été toujours la volonté des, j'ai envie de dire, des premiers Haïtiens, mais pour rester dans le sillage de ce texte que nous avons lu, en tout cas des premiers penseurs haïtiens. Merci Kirby. Tout à l'heure, Pierre Richard a introduit son intervention en insistant sur le fait que si l'on veut comprendre le mal-être haïtien, il faut aller la saisir du lieu de la colonialité. Et en y réfléchissant, justement, je me demande, parlant de colonialité précisément, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, voir l'insularisme ou le nationalisme en Haïti, qui ont toujours eu la vie dure dans la perpétuation même de cette idée qui veut faire croire que Haïti est un pays spécial, est un pays exceptionnel, est un pays qui déborde le cadre même de l'entendement humain. D'après toi, est-ce que cet insularisme ou encore le nationalisme en Haïti ou encore l'indigénisme qui a apparu dans les années 20, qui a émergé dans les années 20,
qui a constitué tout un épistémère en Haïti, est-ce que ces deux idéologies-là ne sont pas, dans une certaine mesure, des modalités coloniales dans le cadre de la compréhension, de la saisie même du mal-être haïtien? J'ai parlé dans l'introduction d'épistémère. Je veux dire tout simplement que de cet épistémère résultent les relations d'Haïti avec l'extérieur et résultent aussi des relations entre les nationaux eux-mêmes. Et par exemple, si vous lisez le texte, Michel Wolfe-Trouillot a montré comment l'élite haïtienne s'est réappropriée de cet épistémère. Ici, on peut faire référence avec, par exemple, avec Frantz Fanon, qui dans les derniers de la Terre a parlé de mésaventures de la conscience coloniale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que nos élites n'ont pas pu, même après la colonisation, dépasser les idéaux coloniaux, n'ont pas pu dépasser l'épistémère coloniale. Du coup, il s'inscrit d'emblée dans la logique néocoloniale. Donc on peut voir ça avec tout un pan de l'histoire de la pensée haïtienne. Et même lorsqu'on peut constater aussi, par exemple avec Firmin, et qu'Ismaël a cité tout à l'heure, il y a eu aussi Delhomme, par exemple, qui a fait des propositions qui s'inscrivent en faux contre cet épistémère qui montre que Haïti, on peut saisir Haïti avec, donc Haïti est saisissable à travers les théories scientifiques, à travers les concepts scientifiques. Mais moi, il y a une chose qui m'intéresse, ce sont les retombées de cet épistémère, ce sont les retombées de ce discours, entre guillemets, exceptionnaliste d'Haïti. D'ailleurs, on peut le voir concrètement, et les rapports qu'entretiennent Haïti, par exemple avec le département d'État, avec la France, avec le Canada, sont faits sur la base de cet épistémère, sur la base de cet exceptionnalisme. Haïti a son pays spécial, l'élection, c'est comme ça pour le passer. Par exemple, c'est comme ça pour l'élection en fait, pas de problème, donc Haïti, son jeune démocratie, pas de problème là, c'est comme ça pour l'élection en fait. Et du coup, ça nous empêche aussi de voir l'apport occidental ou la contribution de l'impérialisme dans l'état de la chose haïtienne. On peut nous poser la question, une question relative à l'économie haïtienne. Comment se fait-il que depuis plus que 200 ans, nous avons une économie désarticulée, une économie rentière, une économie, une nouvelle forme de l'économie de plantation. Donc, ceci nous empêche de voir cet aspect, encore une fois exceptionnaliste, nous empêche de voir les apports de la France et des États-Unis et du Canada et autres sur l'état du pays. Et je me réfère encore une fois avec la question des élections. Tout de suite après l'élection 9 août, je prends ensemble, parce que moi je fais ça pour m'attendre acteurs internationaux. M'attendais représentants ministères, m'attendais représentants de l'Union européenne, m'attendais quelqu'un en ambassade américaine. Ils dit oui, c'est normal. Donc, comme Haïti a son pays là, ça me dit qui fait et premier par démocratie, donc et son gros victoire. Donc, il faut essayer de voir tout ça à la lueur de la question de la colonialité et à la lueur de la question de la colonialité, mais il faut voir aussi l'aspect complexe de la colonialité. Parce que la colonialité, comme matrice et du pouvoir, regroupe plusieurs éléments. Et ça agit aussi sur la politique. Non, mais ce n'est pas pour rien. Et par exemple, au cas où on est un grand scientifique, et puis lance dans la politique, et puis l'idée que la véhiculée à travers les articles ou à travers les travaux scientifiques sont nettement différents de sa manière d'agir dans la politique. Du coup, je veux dire par là que les nationaux réapproprient aussi et l'épistémère occidental et l'épistémère dominant relatif à Haïti.
Même si je voudrais marquer une différence avec Pierre Richard, même si on peut se poser la question, est-ce que cette question de néocolonialité a toujours été un fait qui intéressait les Haïtiens? Est-ce qu'à un certain moment, Haïti n'a pas remis totalement en question justement ce qu'on appelle la pensée coloniale? C'est-à-dire, tout au cours du 19e siècle, je crois qu'il y a plusieurs compartiments dans l'histoire d'Haïti et qu'il ne faudrait pas aller sur un trop long terme pour regarder Haïti, c'est-à-dire sur un seul pan de la colonialité. À un certain moment, c'est vrai. Firmé, par exemple. Oui, la domination, on pourrait peut-être parler de la domination, oui, des élites sur la masse, sur le peuple, etc. Mais aller jusqu'à dire que la colonialité a toujours été une chose présente en Haïti, moi, je me questionne. Je me questionne en ce sens que il y a quand même eu des efforts qui ont été menés tout au cours du 19e siècle. Je choisis, c'est parce que je suis très sensible au 19e siècle haïtien, je crois que l'on ne comprendrait rien si l'on ne jette pas un regard assez lucide sur ce passé-là, sur ce siècle-là. Tout au cours de ce siècle, les Haïtiens se battaient ou se débattaient entre eux. C'est-à-dire qu'on a eu une certaine autonomie, ce qui a provoqué contre les Haïtiens un certain isolement. Monsieur, quand même, je comprends vos désaccords. D'ailleurs, je dois quand même confesser que du lieu du modérateur que je suis, c'est difficile d'exprimer mes vues personnelles par rapport à ce qui se dit, mais je dois quand même dire que, en partie, je partage la vue de Pat Ismaël, de Pierre Richard, parce que je pense qu'il y a les discours des élites et qu'il y a les pratiques concrètes des élites. Qu'on doit en faire la démarcation. Non, mais il y a une chose, Casimir. Et la question de la colonialité se manifeste dans ce que Bourdieu appelle les actes d'État. Et par exemple, si on prend les politiques économiques définies par l'État haïtien, ce sont des politiques économiques dictées, définies à partir de la colonialité, à partir de la matrice du pouvoir. Deuxièmement, si on prend la place qu'on assigne à Haïti dans la division internationale du travail, Ismaël qui a évoqué le 19e siècle, mais Haïti, on a confiné à Haïti une place dans ce que, et j'oublie son nom, et qui vient de publier un texte sur la question de l'extraversion. Mais c'est cette place qui a toujours été... Tu parles de Fred Doura. De Fred Doura. C'est cette place qui a toujours été attribuée à Haïti dans la division internationale du travail. Mais... Oui, et alors, quand même... Tu n'as pas beaucoup parlé, Petit Franc. J'aimerais quand même avoir ta vision de cette contradiction-là. Par rapport à cette question de place qu'on a attribuée à Haïti, j'inscris ma démarche dans une logique d'acteur ou l'interactionniste symbolique. L'importance des interactions pour étudier le monde social et la croyance en la capacité réflexive des acteurs. C'est toujours facile de dire que, bon, le mal-être d'Haïti, ça résulte de l'impérialisme ou une forme de colonialité. Il faut pouvoir fixer les responsabilités. Par rapport à l'article de Michel Rolf-Trouillot, il y a une thèse qu'on débat ce soir, la thèse de l'exceptionnaliste haïtien qui voudrait qu'Haïti échappe aux strictures et à la comparaison, donc à la solution rationnelle. Comment est-ce que cette thèse se manifeste de 1804 à nos jours via un ensemble d'acteurs dont j'appelle les intellectuels ou les politiques? Nous avons un ensemble d'intellectuels qui se contentent de répéter Haïti, son pays à part, un pays singulier, nous avons une plus belle culture, nous faisons indépendance, première république noire, etc. Contenter à répéter seulement ça, montrer singularité nous, c'est pas ça qu'a fait nous faisons pas. Le problème, on ne fait que de répéter ou ces faits ou ces éléments, sans les soucis ou la volonté de nous mettre au travail et de nous approfondir ou de nous approprier des outils et des vertus de la science pour changer le devenir de la société haïtienne. Du côté des politiques, encore la thèse de l'exceptionnaliste.
comment est-ce que cette thèse se manifeste du côté des politiques? Politiques affectuelles ou compassionnelles? Pour nous faire un carnaval là, bon, on fait comme nous intéressés à nous gagner toute une culture du corps, nous fait un bagage, ouvrir le corps. Pour nous penser à une politique touristique, nous évoquer l'exceptionnaliste haïtien, nous cherché exotique, sensation, pour nous dire bon, mais ça nous gagne, et nous gagne belle plage, ok. Pensez à des politiques budgétaires ou à des politiques publiques, oui, comme action gouvernementale où toutes les facettes de la gestion du collectif sont prises en compte. Comment est-ce que ça se manifeste? Eh bien, pour trouver de l'argent, en parlant de politique budgétaire, nos politiciens comptent mobiliser encore la thèse de l'exceptionnalisme haïtien. Pas pour évoquer les beaux côtés d'Haïti, pour dire belle plage, etc. On évoque la misère. Pour dire que c'est le pays le plus pauvre de l'Amérique, eh bien là, il y a des gens qui se vivent dans la misère. Il faut mobiliser la misère pour trouver de l'argent. Cette thèse de l'exceptionnalisme haïtien, vraiment, ne va rien changer. Il faut pouvoir penser Haïti à l'aide des structures, penser Haïti en termes de comparaison et penser Haïti avec la science, avec la culture. Peut-être ce sera ma dernière intervention, bon, avant de céder la parole à Casimir. Alors, quand Petit Frère parle de la science, moi je suis un peu réticent quand il parle de la science. C'est comme quoi il y aurait une science qui serait universelle, donc on peut mobiliser pour regarder toutes les figures du monde. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'appliquer dans le cas d'Haïti ce qu'un épistémologue, un historien des sciences, comme Thomas Kuhn appelle justement une révolution scientifique, c'est-à-dire à un certain moment, la science occidentale est insuffisante. Je veux dire, on ne peut plus mobiliser des concepts occidentaux et la science occidentale ne serait plus suffisante, appropriée pour regarder le cas d'Haïti. Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer ce qu'on appelle en épistémologie justement des conceptions locales? Des conceptions locales qui pourraient avoir par la suite des prétentions universelles, c'est-à-dire qui ne se limiteraient pas à un cas particulier, mais qui partiraient de cela pour aller vers un certain universel. Même si j'aime pas ce mot, pour aller vers une sorte de ce que Édouard Glissant appelle une certaine diversalité plutôt qu'une universalité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ça? Dit que la science occidentale est insuffisante en Haïti, une science que nous ne faisons pas déjà de l'expérimentation totale de cette science. Je mobilise sur cette table Alain Gilles dans État, politique et sciences en Haïti pour traiter le champ politique, le champ scientifique haïtien, si tant est qu'il en existe un. Au contraire, Alain Gilles nous invite déjà à faire l'expérience de la science, parce que la science déjà pratiquée en Haïti avec des valeurs de tradition, il faut mettre ça entre guillemets. C'est pas encore, nous ne sommes pas encore dans la science occidentale ou l'expérimentation de la science occidentale en Haïti. Comment parler de l'insuffisance? Oui, tout à fait. Alors, on va s'arrêter là, messieurs. Je vois qu'il y a... J'ai une réaction par rapport. Oui, je vois que les contradictions surgissent. Je vois que les contradictions surgissent à tout bout de champ. Je vais quand même donner le soin au public de pouvoir réagir, mais bien entendu, après la pause musicale. Il faut que quelque chose change. En tout bague a changé. Dès le 17 février, Haïti libéré. Tout ça, qui était toujours lutté. Qui part en fait, mais faut pas jamais décourager. Tout ça, qui pas jamais espéré. Qui était fait ainsi, il faut mourir sans résister. Commencer à vivre de cette fois. Quelqu'un des mains, il y aura avec espoir. Je dis même s'il n'y a pas de danger. Dans l'esprit, il n'y a pas de secret. À ça, vous peut gagner.
Paris, m'a tout fait. Paris, pour dénoncer la misère, à quoi chicher. Paris, pour faire qu'on ne souffre sur pour tirer. Paris, pour y avoir des casser, briser, choquer. Paris, pour y avoir les joucles, pour bien jarrer. Le passage, j'ai des bruits dans les côtés. Pour y avoir les payer à la misère. Non, il y a plutôt des balais. Oui, on plutôt des balais. Quel homme qui déchita, qui t'attend l'évolution. Vous proposez au pire, il n'y a pas quelqu'un de solution. Le dit, on fait effacer, éliminer mauvaise tradition. Raser tout ça qui était plongé dans la corruption. Guerre qui veut reconstruire la nation. Qui liquide les moyens pour mettre satisfaction. Mais dans quelles conditions? Ou bien à quelles conditions? Suspend, fais cache-cache. Suspend, beaucoup de fois de cache. Suspend, fais avache. On peut vivre sous la lâche. Suspend, fais avache. Suspend, beaucoup de fois de cache. Suspend, fais cache-cache. On peut vivre sous la lâche. Changer, enfin on change pas quoi tout le monde pour monter ça, car les gens sont pas faits pour faire ça. L'expérience en web à gagner ou l'autre, je vois film d'oublier, tout vie les sentiments. Voici ce qu'on gagne derrière, pour piquer pile là. Comme ça, ouais, j'en ai petit temps. Petit temps, non, payé voisin, t'as fait des fêtes. Petit temps, non, chercher qu'on ne sont pas chercher pour rien. Même si au fond, t'as bien, mais quand tout le monde se fait player. Putain, je vous sens si ou bien. Est-ce qu'on t'arrête tout l'air? Est-ce qu'on t'arrête tout l'air? Suspend, fais cache-cache. Suspend, un coup de fouet de cache. Suspend, fais avache. On te fait qu'on se palache. Suspend, fais cache-cache. Suspend, un coup de fouet de cache. Suspend, fais avache. On te fait qu'on se palache. Qui est-ce qui casse là? Tim, voilà cherche, qui est-ce qui saute les cherches? Qui est-ce qui est obligé qui fait courir pour leur première choix? J'ai ça. On va réciter ça cette fois. Yo, qu'on vit bien comme tout le monde. C'est pour collaborer. Toi, apporte du fac à toi. Mais pas jamais dit la carte. 5 le paquet 10, c'est des 5. 6, travail pour la justice. 7, tout comme je garde tes fouettes. 7, non, 7 pas. On va réciter ça cette fois. Faut qu'on vive le coup de l'eau. C'est pour collaborer. 3, apprendre du à voir. 4, mais pas chambre, petit la 4. 5, avant que 10, c'est des ailes. 6, travail pour la justice. 7, tout le monde se garde des chouettes. 7 fois, 7 fois. On va réciter ça cette fois. On va maintenant aborder la phase la plus belliqueuse à Café Philo, qui est celle du débat. Ordinairement, à Café Philo, on reçoit les questions par série de 3. J'ai sous les yeux les 2 premières séries. Alors la première est composée de 3 personnes. Il y a Paya Charlie, Corneille et puis Jean Camidol. Je demande à Paya Charlie de s'approcher plus près du micro pour pouvoir adresser ses préoccupations et ses questions. J'imagine qu'il n'y a pas que des questions. Merci, messieurs, mes amis. Donc, je vous félicite pour le sujet. C'est extrêmement intéressant. Tout à l'heure, mon ami Pierre Richard, en élaborant, disait qu'Haïti est encore ressaisissable. Si Haïti est ressaisissable, il est entre les mains de qui? Vous pouvez reprendre. J'aimerais encore. Tu peux. Donc, si quelque chose est ressaisissable, maintenant, peut-être, Haïti, ma question, c'est entre les mains de qui?
Parce que vous avez dit, oui, Haïti est encore ressaisissable. L'autre question, c'est que j'aimerais poser cette question-là. Quels seraient les moyens encore de ressaisir Haïti? Est-ce en changeant la mentalité haïtienne ou faudrait-il faire un quelconque appel à une colonisation? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vous remercie d'avoir choisi de parler de Michel Rovre-Touillot. Je crois que, voilà, bon, en tant que jeune étudiant, ça ne pouvait pas nous m'intéresser. Pourquoi? Parce que Michel Rovre-Touillot qui nous influence beaucoup dans notre manière de fonctionner, notre manière de penser en tant qu'étudiant ou encore en tant que lecteur. Moi, je voulais parler à propos de la colonialité de Francis, et en interprétant soit un extrait de la thèse du professeur Jean-Wladimir Gustinville qui parlait d'un reste, qu'il y a un reste qui est resté lorsqu'on essaie de comprendre Haïti. Par exemple, pour lui, qu'il parle de reste colonial ou encore un reste barbare dans le sens de barbare imaginaire de la Henneck Urban. Et ce reste-là qui nous empêche parfois de mieux saisir les côtés ou encore les contours d'Haïti, ce reste colonial qui nous est resté comme quoi que c'est comme une malédiction qui fait qu'à chaque fois qu'on essaie d'aller plus loin, il y a toujours un pas qui est fait pour retourner par rapport à ce qu'on a été avant, ce qu'on a été jadis. Et ce reste-là, même par rapport dans les rapports de pouvoir, qu'on essaie toujours de reproduire ce qui a été fait avant. Et je crois qu'il s'est rapproché de Dessalines, ce qu'on critique surtout de la pensée dessalinienne, de dire que Dessalines, à travers son centralisme, parfois essaie de reprendre les forces coloniales. Lorsque je dis forces coloniales, ce qui faisait de la colonialité un espace fort. C'était à propos de ça, de ce reste. Mais après, je voulais revenir sur Ismaël qui disait que avec Athénor Firmet, on est revenu une seconde fois sur la scène internationale. C'est comme quoi qu'on a repris, on a une seconde indépendance. Mais ce que je comprends, c'est que par rapport à, il faut voir Firmet en tant qu'intellectuel, mais aussi avec intellectuel face au pouvoir aussi. Parce que je crois que si Firmet nous a aidé à nous revoir, à redorer notre blason après peut-être 100 ans, et parce que Firmet, c'est d'abord de l'égalité, c'était à la fin du 19e siècle, près de 100 ans. Je crois aussi qu'avec le pouvoir, la façon dont il s'était intéressé à prendre le pouvoir, et nous l'avons remarqué aussi dans ses pratiques, et nous pouvons dire que d'une manière ou d'une autre, Firmet aussi nous a plongé d'une certaine manière. Parce que je crois que ce grand affrontement qu'il y avait entre Firmet et non Alexis, juste après le procès de consolidation, et qui a fait perdre à Firmet la tête, je crois que ça a été un côté égoïste, parce que l'intellectuel qui s'était retrouvé dans le Nord, dans le Grand Nord, qui essayait de conquérir le cœur des Norrois, des Artiboniciens, je parle du Grand Nord, je crois qu'il n'a pas été un succès pour lui. Je vais parler d'un succès avec ce Firmet-là. Et en dernier lieu, parce que je crois que je ne vais pas le seul à parler ce soir, avec Petit Franc Ibéry, j'ai bien aimé la façon d'aborder le sujet, au moins de partir d'un cadre hypothétique. Je crois que ça a été pour moi un succès, de voir qu'avec Michel Rovre-Touillot, qui essaie toujours de voir du côté d'Haïti, comment nous fonctionnons tous les jours, qu'est-ce que nous essayons de nous inventer, comment nous essayons de nous inventer par rapport à la réalité. Qu'est-ce qu'il nous faut tous les jours, tout d'abord, pour exister en tant qu'Haïtiens. Mais ce que je relate, c'est qu'au départ, vous allez faire, je crois que le temps aussi vous a trahi, d'essayer de comprendre, soit à travers le regard des intellectuels et aussi à travers le regard des politiques, parce que je crois que de tout temps, on a toujours eu des intellectuels qui sont entrés en politique. Et je crois que ce n'est pas toujours un succès, de même que Weber l'a essayé de l'expliquer dans Savoir et politique. Et ce matin, le professeur Dorvilliers l'a essayé de reprendre aussi avec Valérie Numa. Je crois que vous avez essayé tout à l'heure de tenter de comprendre cet échec ou encore ce mal-être à travers ce rapport qui existait. Et je crois qu'une avancée, une poussée serait bénéfique pour nous. C'est au moins, je demande au modérateur, ce n'est pas un impératif, mais de laisser un petit temps pour l'expliquer. D'accord, merci. D'abord, je tiens à saluer vous en tant qu'intervenant, spécialement Ismaël, ainsi que le public. Je vous félicite pour le sujet et ça m'intéresse beaucoup puisque c'est un mot que moi, j'aime beaucoup répéter quand je fais des débats, surtout avec des juristes. Je dis toujours, Haïti est un pays spécial. Comme a dit un grand philosophe, il a dit que Haïti est un pays où les impossibles sont possibles. Mais j'aimerais vous poser une question spécialement à Ismaël. J'aimerais demander à Ismaël comment on peut repartir à nouveau
pour ne plus parler de l'exceptionnalité d'Haïti. Merci. Merci. Alors on commence avec Pierre Richard, puisque les premières questions lui ont été adressées. Et on revient avec Herbie et enfin à Petit Franc. Pierre Richard. Bon, oui. Et Paya, là, moi je suis en train de réfléchir dans un paradigme, c'est le paradigme de la colonialité. Donc, on connaît l'histoire de ce paradigme. Et pour moi j'ai une thèse. En Haïti, et pour nous autres, Baron de Vaté est pour moi et c'est une thèse, hein, et c'est une thèse, est le premier penseur post-colonial. Le système colonial dévoilé. Oui, le système colonial est dévoilé. Donc, ce qu'il faut comprendre au niveau de la colonialité, c'est un concept qui a deux fondements. Il y a deux fondements. Et premièrement, dans ces fondements, il a une première démarche qui consiste en la compréhension. C'est une démarche, je pourrais dire, herméneutique. Et deuxièmement, une démarche de connaissance. Une démarche de connaissance qui est donc, je peux dire, épistémologique. C'est-à-dire, c'est la compréhension de l'autre. Et j'avais dit dans ma présentation, j'avais parlé dans ma présentation d'épistémè. Et j'avais dit que cet épistémè nous a inculqué des représentations. Cet épistémè a agir sur le sentir haïtien, sur la manière de voir d'Haïti. D'ailleurs, il y a toute une littérature que Casimir a évoqué tout à l'heure. Bon, par exemple, si on prend les écrits sur Haïti, et les écrits sur Haïti, bon, par exemple, si on prend Leyben et les différents ambassadeurs qui ont écrit sur Haïti, ils ont prouvé que Haïti est insaisissable. Et lorsqu'on dit qu'Haïti est insaisissable, c'est que Haïti est imperméable aux données scientifiques. Bon, et tout à l'heure, Ismaël a rectifié pour Petit Franc, mais ce sont les données scientifiques occidentaux. Donc, ce que je veux dire par là, je veux dire que le néocolonialisme dans lequel nous sommes inscrits nous a projeté une image de nous-mêmes, une manière de nous voir, une manière de nous saisir. Et cette manière de voir, cet épistémè est hégémonique. Et l'école haïtienne, par exemple, est l'un des principaux, si vous voulez, vecteurs de cet épistémè. J'ai donné un exemple, la façon d'approcher les élections en Haïti. La façon d'approcher les élections en Haïti. Donc, pour les Occidentaux, Haïti paraît insaisissable. Haïti paraît insaisissable. Et vous avez dit aussi, et quels sont les moyens qui peuvent nous permettre de ressaisir, c'est ça la question? Et qui peuvent nous permettre de ressaisir Haïti. Moi, et dans ce paradigme, je m'inscris dans la théorie critique. Et par exemple, là, je suis en train de réfléchir avec Kigano, qui nous dit, la première démarche qui consiste à décoloniser l'imaginaire. À décoloniser l'imaginaire. Et j'avais dit aussi que la matrice coloniale du pouvoir est très complexe. Et par exemple, j'ai devant moi, et ça regroupe le contrôle de la nature et les ressources naturelles. Tout contrôle de l'économie. J'ai donné des exemples tout à l'heure. Contrôle de la subjectivité et de la connaissance. Contrôle de l'autorité. Contrôle du genre et de la sexualité. En d'autres termes, cet épistémè se construit, cette manière de voir Haïti, cette manière d'approcher Haïti, c'est là où la matrice coloniale, ce que je suis en train d'expliquer là, est construite sur un socle qu'on appelle la connaissance. En d'autres termes, qui nous donne c'est un élément qui nous donne des intrants informationnels, et à partir de ces intrants informationnels, ça va guider nos comportements. Ça va guider nos comportements. Et pour te dire, moi, je n'ai pas la formule.
Et je n'ai pas la formule. Par exemple, quelqu'un peut vous dire, bon, il faut inscrire dans une théorie de radicalité, de rompre totalement avec cette histoire de néocolonialisme, de rompre avec l'Occident. Mais ici, nous pouvons nous poser la question, est-ce que dans le contexte de la mondialisation, c'est pas la mondialisation dans le sens courant, dans le sens courant ou dans le sens saisi, et généralement, est-ce qu'on peut, comment je pourrais dire ça, est-ce qu'on peut opérer en autarcie ou bien est-ce qu'on peut opérer en vase clos? Moi, j'ai pas la formule. J'ai pas la formule qui, bon, sur le plateau, j'ai pas la formule qui pourrait vous dire, bon, et voici les voies à prendre, et voici les moyens qu'il faut utiliser. Oui. Et deuxième question, c'est... plus bref, Pierre-Richard, il faut aller plus vite. Oui, il faut aller plus vite. Oui. En ce qui a trait... Bon, et ce n'est pas une question. Est-ce qu'il faudrait faire appel à une nouvelle colonialité ou colonisation? Non, mais attention, la colonialité est un concept décolonial. Ah oui, et la colonialité est un concept décolonial. La colonialité, j'ai évoqué Baron de Vathé tout à l'heure. Baron de Vathé tout à l'heure. C'est un concept qui a pris naissance dans la vague, dans la mouvance postcoloniale. En gros, c'est... Ismaël, bref. Oui, je m'attendais à ce que tu me dises ça, même si tu as laissé parler Pierre-Richard pendant un bout de temps, mais je vais essayer d'être bref. Alors, les questions qui me sont posées, c'est Firmin, justement, est-ce que Firmin n'avait pas été, lui aussi, malgré tout, malgré lui, un acteur ou bien partie prenante de la descente d'Haïti aux enfers pendant son époque, malgré tous les exploits, toutes les pensées superbes qu'il a pu écrire ou promulguer? Alors, ça me fait penser à un article qu'avait publié en 1973 un grand critique littéraire, Max Dominique, dans Nouvelle Optique, et qui dit justement, le titre de l'article, c'est « L'ambiguïté du nationalisme bourgeois haïtien ». C'est-à-dire, à un certain moment, ceux-là qui ont été les penseurs, les grands penseurs du pays, qui se sont réclamés du Parti national ou du Parti libéral, quand on essaie de voir en dessous de leurs pensées, on voit que des deux côtés, il y a des velléités à une certaine néocolonisation ou à un certain partenariat, même si le mot n'était pas encore d'actualité à l'époque, mais il y a toujours ce besoin de faire accord, de faire lien à une puissance, à une certaine puissance extérieure à Haïti. Alors, on est aussi l'homme de son temps. C'est-à-dire qu'on a compris certaines choses et il y a d'autres choses qui nous dépassent. C'est-à-dire le système, comme le diraient les structuralistes, la structure dépasse. Les invariants. Justement, il y a des invariants qui font que l'individu peut saisir certains éléments, mais pas d'autres. Il faudrait peut-être marquer une différence entre Firmin comme penseur, comme scientifique, et Firmin comme homme politique. Mais je suppose que s'il faudrait débattre de tout cela, ça nous prendrait peut-être toute la nuit. Je dirais simplement que il y a un travail qui n'est pas encore totalement abouti sur l'ensemble de l'œuvre de Firmin. Et ce travail-là, c'est d'essayer de faire ressortir justement les bonnes compréhensions de Firmin, mais aussi ses limites, c'est-à-dire en tant que penseur d'un temps, où est-ce qu'il a pu, je n'aime pas trop ce mot, D'Angelo non plus ne l'aime pas, où est-ce qu'il a pu pécher, par exemple. Mais aussi bien de revenir pour voir quelles ont été les contraintes de l'heure qui a pu pousser justement un Firmin dans des stratégies même désespérantes, à faire des appels qu'on n'aurait jamais cru qu'ils reviendraient de lui. Et ça, il faudrait un travail beaucoup plus poussé sur l'œuvre de Firmin. Et finalement, pour essayer de répondre comment ne plus parler de l'exceptionnalisme haïtien, eh bien, c'est d'abord mobiliser les concepts, les outils scientifiques, académiques, intellectuels de l'Occident, jusqu'à présent je veux garder ce mot de l'Occident, tout en montrant leurs limites justement. C'est-à-dire arriver à un point où ces concepts ne seraient plus opératoires, où il faudrait, et c'est là que je reviens à Thomas Kuhn, où il faudrait montrer qu'il nous faut d'autres outils pour saisir l'être haïtien. Ce n'est pas dire que l'Haïti serait exceptionnel,
Mais c'est plutôt, il y a une insuffisance de certains concepts occidentaux qui sont justement dans cette visée du néocolonialisme et qui avait été très bien analysé par Habermas dans son discours philosophique de la modernité, qui montre justement cet Occident-là, depuis sa fondation jusqu'à maintenant, n'est pas sorti de sa visée dominatrice, expansionniste et même impérialiste. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas rester seulement dans ces ancrages-là pour regarder, pour analyser le cas Haïti. Moi, je pense qu'Haïti a voulu marquer une rupture et à bien des égards, elle l'a fait. Donc, il faudrait mobiliser d'autres concepts, peut-être qui n'ont pas encore été pensés, qui n'ont pas encore été élaborés. Et c'est déjà une invitation à vous qui nous écoutez, à vous qui êtes sur le plateau, bien sûr. En d'autres termes, une géopolitique de la connaissance. Absolument. Petit frère, alors la question brièvement, on te demande, est-ce qu'il est possible, même si on reconnaît toute la valeur de ta démarche scientifique, est-ce qu'il est possible de faire la science au jour le jour? Est-ce qu'il y a une science du quotidien en Haïti? Ou est-il possible de faire une science du quotidien en Haïti? J'aurais aimé être bref, mais avec les penseurs décoloniales, je veux croire. Oui, je veux croire. Les leaders décoloniales, Pierre Richard. Et j'ai une petite interrogation. Peut-on parler de colonialité du savoir par rapport à la physique? Peut-on parler de colonialisme et colonialité du savoir et du pouvoir par rapport à la chimie? Peut-on parler de colonialité du savoir, colonialité du pouvoir par rapport à la formule qui nous donne l'eau ça nous à peine sotabouela? Pour nous trouver de l'eau pour nous boire, la science dit comment pour de l'eau ça est. Et pour nous passer soif, nous pas besoin l'autre bagaille. Appliquer formule la science. Je félicite tous les amis que j'ai et qui sont sur le panel ce soir. Je félicite notamment le modérateur qui montre sa dextérité dans sa façon de permettre à chacun des intervenants de prendre la parole et d'engager la discussion, de la relancer à chaque fois. Vous savez que n'avait été une exception, j'aurais été sur le plateau avec vous à discuter de cet article qui nous a beaucoup parlé. On en a discuté plein de fois et c'est ce qui explique que ce Café Philo se réalise ce soir. Je pense qu'il est peut-être difficile de trancher sur la question, c'est-à-dire prendre position soit pour l'exceptionnalisme, soit combattre l'exceptionnalisme en montrant, petit frère en a beaucoup parlé, que Haïti peut se conformer, peut être saisi ou peut être subsumé, comme dirait Emmanuel Kant, dans des logiques de structure, dans des logiques de compréhensibilité, si vous voulez, scientifique. Je pense simplement que l'on peut avancer quelque chose d'autre qui peut, à la limite, ouvrir davantage les perspectives du débat. Je sais que Ismaël est quand même dans une posture assez difficile, puisqu'il est dans une posture de philosophe, alors qu'il a à ses côtés des sociologues, pour la plupart, et pourquoi ne pas le dire aussi, des spécialistes des sciences sociales haïtiennes. En d'autres termes, je demanderais, ou j'avancerais simplement ceci, que je pense donc qu'au moment où Michel Wolf-Trouillot écrivait son article, il y a une question à laquelle il n'avait pas pensé. C'est ce que l'on appellerait, dans mon cas notamment, un impensé fondateur. Qu'est-ce qu'Haïti? De quel Haïti parle-t-il? De quel Haïti parlez-vous sur ce plateau? Est-ce que pour vous, Haïti, c'est tel que l'on peut saisir un pays avec les sociologues, avec les historiens, avec, je ne sais pas moi, les historiens de la littérature, avec des gens qui travaillent à saisir un pays dans un cadre géographique, dans un cadre fictif, dans un imaginaire à proprement parler. Je pense que si nous voulons visiter ou revisiter quelqu'un comme Deborah Jensen, nous pouvons trouver à la limite une réponse. C'est le fait, par exemple, de montrer dans un de ses fameux livres sur Haïti, mais précisément sur Toussaint Louverture et Dessalines, que nous avons réalisé une double révolution ou une double liberté. La liberté déjà par rapport au système esclavagiste et également la liberté par rapport à la défense d'un ensemble de valeurs que l'on va appeler des valeurs humaines, des valeurs universelles. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous attirer votre attention sur les bienfaits de la Constitution de 1805, sur ce Dessalines que l'on a pu considérer comme un criminel, comme un sanguinaire, et qui a voulu étendre la révolution haïtienne, non seulement à Haïti, parce que dans ma tête, et je crois que dans la tête de Dessalines, Haïti était suffisamment complexe, mais au monde entier.
Je pense qu'à partir du moment où on essaie de voir Haïti à partir d'une autre perspective, c'est-à-dire à partir d'un autre cadre épistémique, qui est ce que j'appellerais, moi, l'altérité, à défaut de trouver un concept qui va mieux, c'est-à-dire à partir du moment où l'on essaie, par exemple, de lire, Michel Wavre-Touillot cite Jacques Roumain, ici Jacques-Stéphane Alexis, à partir du moment où l'on fait l'effort de considérer, par exemple, que Roumain, ce n'était pas tant un marxiste. Je pense que, d'ailleurs, l'intérêt du livre, le mérite du livre du professeur Dorestal réside dans ce lieu-là, de montrer que Roumain est d'ailleurs un marxiste, mais pas que marxiste, c'est un marxiste haïtien, ou avec Jacques-Stéphane Alexis, avec ce travail de thèse de doctorat que Shalom Pierre a réalisé sur Jacques-Stéphane, en montrant qu'il y a plus chez Jacques-Stéphane qu'on ne le croit. Je pense qu'à partir du moment où on mobilise ces exemples, on peut voir assez clairement qu'il y a peut-être plusieurs Haïti. Mais il y a peut-être une seule Haïti en même temps. C'est cette Haïti qui se fout de cet exceptionnalisme. C'est cette Haïti qui s'intéresse à un exceptionnalisme dans la mesure où on n'en parle pas. C'est cette Haïti qui vit l'exceptionnalisme au quotidien, comme aimerait dire Pierre Vernet. C'est cette Haïti qui est sensible à cela. C'est cette Haïti, à la limite, qui peut en même temps s'intéresser à ce bon travail de Michel Wavre-Touillot sur l'exceptionnalisme haïtien qu'il entend combattre, mais en même temps, lire un autre Michel Wavre-Touillot, le Michel Wavre-Touillot dans le prix du Jean-Claudis. Il a fait un texte dans le prix du Jean-Claudis dans lequel il aurait, pense Pierre Buteau et à la limite Lionel Touillot, des distances par rapport à une manière de voir, par rapport à cette façon de saisir la science. Ismaël a bien fait d'évoquer Kuhn, on aurait pu peut-être évoquer d'autres cadres épistémiques pour mieux saisir le débat, mais je pense que le vrai exceptionnalisme, je suis pour l'exceptionnalisme haïtien, le vrai exceptionnalisme haïtien, je termine, est cet exceptionnalisme qui ne se dit pas, cet exceptionnalisme que l'on vit même sur le plateau. Merci. Je vais essayer de dire ce soir des choses qui seront imprégnées d'une certaine candeur philosophique, candeur épistémologique, candeur intellectuelle. Et je veux penser, je ne sais pas si je vais arriver à penser ça, je veux penser qu'Haïti n'est en rien une exception si je reprends la vieille rengaine marxiste qui laisse penser que les choses n'existent que dans leur rapport. Dans la mesure où Haïti existe comme État sur la carte du monde, dans la mesure où Haïti entretient des relations d'exploitation avec d'autres États, il va de soi qu'il existe des cadres épistémologiques qui peuvent nous aider à saisir Haïti du lieu de la pensée complexe. Le drame haïtien, depuis quelque temps, vous avez tenté de le dire, mais vous n'êtes pas arrivé à le dire. Et c'est là mon grand problème maintenant avec les démarches de pensée ici en Haïti. On refuse de nous massifier derrière l'essentiel. Pourquoi ce pays claudique? C'est parce que ce pays n'a pas d'université. C'est un pays au sein duquel il y a des repères de réactionnaires qu'on appelle université parce qu'on a besoin de montrer au monde entier qu'on en possède également. C'est un pays au sein duquel les professeurs à l'université ont des masters. Voici le drame, messieurs. Vous ne pouvez pas demander à ce pays d'être saisi par la pensée si ce pays n'arrive pas à produire de la pensée. Les professeurs à l'université sont des incultes. Comment voulez-vous, à l'heure qu'il est, bon, il y a quelques exceptions, 2 ou 3 professeurs, mais permettez-moi, dans l'ordre des choses, l'exception devrait être qu'il y aurait 2 ou 3 professeurs incompétents. C'est le premier drame haïtien à l'heure qu'il est. Donc on n'est en rien une exception, c'est un pays qui n'arrive pas à faire corps avec la pensée complexe. Deuxième élément, c'est un pays qui est récupéré totalement par le religieux. L'haïtien qui est en face de vous, qui est docteur en philosophie, docteur en linguistique, qui est docteur en philologie, c'est l'haïtien qui te dit mais les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Il y a un esprit derrière, il y a un démon derrière. Haïti devient un pays au sein duquel on ne réfléchit sa réussite personnelle que par rapport à des implications métaphysiques. La vieille marchande qui va vendre ses bonbons et qui n'arrive pas à les vendre, à son avis, si elle n'écoule pas ses produits, c'est parce que la marchande d'à côté a envoyé un mauvais esprit sur elle. Donc je termine très rapidement pour vous dire, deuxième drame haïtien, c'est un pays où le religieux accapare tout et individualise les comportements. Ce n'est pas le système macroéconomique qui détermine la précarité, ce sont les rapports avec des espaces métaphysiques.
Et tu as, je termine très rapidement pour dire, en même temps, tu as le protestantisme dans tout ça qui est en train d'éliminer ce pays de la carte. C'est une religion qui dit aux Haïtiens, eh bien, il y a toi d'un côté et les démons de l'autre. Donc si tu n'arrives pas à manger à ta faim, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est un démon. Voici le drame maintenant. Merci D'Angelo. Mais je voudrais qu'on en reparle. J'ai tellement de choses à dire à ce On pourra en reparler après. Allons, on termine avec James Jacques. Je ne sais pas, mais je préfère ce format de Café Philo qu'au format où il y a quelqu'un qui parle uniquement sans qu'il Nous sommes du même côté de la barricade. Merci. Et moi, je suis du côté de... J'ai suivi le débat et je suis du côté de Petit Franc sur la science en tant que telle, dans le sens, avons-nous déjà exploré, utilisé les méthodes scientifiques en Haïti et qu'elles ont échoué et maintenant qu'on se demande qu'il nous faut inventer notre propre, ou bien nos propres sciences à nous. Moi, je ne le pense pas. Ce matin, et là, je voudrais inviter ceux-là qui n'ont pas eu la chance de suivre l'émission Invité du jour sur Vision 2000 avec le professeur Dorvilliers. Mais c'est extraordinaire. Il y a 54 candidats. Le professeur Dorvilliers est docteur en sociologie politique. Et je crois qu'il a dit bien, qu'il a très bien dit. D'ailleurs, on a eu ce débat dans l'après-midi des élections de dimanche. Le professeur Dorvilliers a dit, sur 54 candidats, il y a seulement 4 qui ont eu un programme correspondant au problème ou à la réalité haïtienne. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, même sur le problème, sur la question de l'éducation, et Emmanuel Kant a fait un texte qui s'appelle « Réflexion sur l'éducation ». Est-ce que ça arrive à ces candidats ou à leur, je ne sais pas, à leur assistant, à leur coéquipier, de prendre ces exemples, ces modèles de réflexion sur l'éducation pour voir comment on peut saisir le système éducatif haïtien. La dernière chose que je vais dire, parce que je sais que... Vraiment. Oui, mais à cause de la pluie. Et si aujourd'hui, nous disons que si on se base sur le texte de Michel Wolf Trouillot, si aujourd'hui on parle d'Haïti dans une sorte d'exceptionnalité, comment, et là la question est adressée à tout le panel, comment d'après vous, avec de nouvelles méthodes, et même ceux-là, ou bien même celui qui pense qu'on peut inventer d'autres sciences à l'haïtienne, si je veux le dire ainsi, comment peut-on saisir Haïti et rendre Haïti parmi ces pays? Parce que n'oubliez pas, il y a eu au moins 3 élections. Il y a eu au moins 3 élections le même dimanche. Une élection au Guatemala, une élection au Côte d'Ivoire, et déjà on a les résultats, et il y a eu des élections en Haïti. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si on va avoir ces résultats dans 2 semaines. Merci. Première réaction, c'est son réaction par rapport à Petit Franc. Je dis Petit Franc que colonialité, il n'est pas anti-université. Il n'est pas anti-université. Et moi-même, pense que pour nous démonter le mode imaginaire qui est institué, moi, je pense que c'est une démarche. Je ne pas dire que ce sont des démarches classiques. Moi, je pense que les premiers outils, ou bien une des outils, c'est les universités. Les universités qui doivent inscrire une démarche de rendre la raison populaire. C'est ça que je comprends sur cette question. Ismaël, c'est ton tour. Oui, alors, je voudrais réagir. C'est vrai, D'Angelo a dit beaucoup de choses, mais en fait, il y a un point qu'il a touché, que je n'ai pas touché, moi non plus, moi. C'est quand il parle de cette mentalité magico-symbolique qui règne encore, même dans le milieu universitaire. Justement. Alors, il a parlé de... Si autant qu'Haïti est sur une carte, qu'on appelle une carte du monde, et là, Haïti est saisissable dans les concepts scientifiques, les concepts intellectuels et autres. Alors, je voudrais faire remarquer, il y a Lilian Thuram qui a produit un texte qui s'appelle « Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama ». Dans la fin de ce livre, il y a une carte qui dit... Inversée. Justement, il dit « Non, cette carte n'est pas à l'envers ». C'est une carte dans laquelle on montre que Australie, généralement, que nous avons l'habitude de voir en bas, Australie n'est pas en bas, mais Australie est en haut. C'est-à-dire dans les représentations schématiques cartographiques du monde, on présente toujours Australie et l'Afrique en bas, alors que ce sont des pays qui devraient se trouver en haut de la carte. C'est-à-dire de là,
ne serait-ce que dans la représentation, s'il y a un globe terrestre, les modes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des saisies différentielles à partir desquelles on ne verrait pas Australie comme on voit par exemple Haïti. Alors, il faut faire remarquer aussi, ça fait partie de l'exceptionnaliste haïtien, qu'un débat qui s'engage et que d'autres voix qui s'interfèrent de manière comme ça. C'est ainsi rentre dans ce qu'on pourrait appeler l'exceptionnalisme haïtien, s'il ne faut jamais garder ce concept-là. Et D'Angelo qui parle d'université, absence d'université, je lui suis pratiquement d'accord qu'il n'existe pas une université encore à la hauteur de ce mot ou de ce concept. Mais je ne suis pas d'accord qu'il n'existe pas d'université. Je suis d'accord qu'il y a un certain niveau qui n'est pas encore atteint par nos universités, mais à aller jusqu'à dire qu'il n'en existe pas du tout, je pense que là, il faut revoir un peu les schémas de pensée. Petit Franc. Moi, j'arrive à comprendre l'intervention d'Angelo avec un concept d'Alain Gilles traitant la culture du détournement, où Alain Gilles nous dit que en Haïti, avec l'État importé de Badiou, nous importons un ensemble d'institutions. À chaque fois que nous parlons d'université, nous devons mettre ça entre guillemets en Haïti. Nous les travestissons. Voilà, par rapport à la culture du détournement, qui n'est autre que détournement par rapport aux référents affichés. Et pour terminer, nous soutenons encore que les sociétés, les pays ou les régions sont des produits historiques en tant que tels, uniques. Et pour avancer, un pays donné doit s'abstenir d'évoquer éternellement son unicité. Dire aujourd'hui qu'Haïti est unique, c'est une pléonasme pour parler comme Michel Wavtrouyo. C'est aussi enfoncer une porte ouverte. Merci. Merci à tout le monde. Merci au public d'être venu à Ambiance. Merci à vous, téléspectateurs, téléspectatrices, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour mardi prochain à la même heure. Je cède la parole à Jacques Adler Jean-Pierre, qui conclut pour nous. Voilà, c'est la fin de Café Philo. merci de l'avoir suivi. À bientôt pour un autre café qui sera peut-être plus chaud. Chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Yes, maman, grands avocats, servisoyer, en balacha, en soyant pas dormi. Yes, maman, grands avocats, servisoyer, en balacha, en soyant pas dormi. Yes, maman, grands avocats, servisoyer, en balacha, en soyant pas dormi. Yes, maman. On va à ma chambre. Oui, puis moi, c'est même bagaille, c'est même bizarre.